Bienvenue à tous, nouveau numéro de Face à Face sur VAR Azur, votre émission d'entretien et d'opinion. Nous sommes en compagnie cette semaine du député de la 8e circonscription du Var, Fabien Matras. Bonjour, merci de nous accueillir ici dans cette permanence qui sera très bientôt aménagée. Vous venez tout juste de l'acquérir, enfin en tout cas de vous y installer. Donc c'est ici que les citoyens et vos administrés pourront venir vous rencontrer. Député de la République En Marche, bien évidemment, beaucoup de choses à voir avec vous. On va parler des pompiers, on va parler de sécurité, on va parler du budget. Mais d'abord, vous êtes un jeune député, né en 1984, 33 ans. Comment vous avez vécu ces 6 premiers mois de député et votre arrivée finalement au Palais Bourbon ? Écoutez, plutôt bien, mais en même temps, moi je m'attendais à j'étais préparé à ce qui m'attendait, puisque j'étais déjà élu maire de Flyos. Ouais. C'est vrai que je connaissais déjà les rythmes importants qui sont ceux des élus. Ce qui change là principalement, c'est les allers-retours entre la circonscription et Paris chaque semaine, puisque en étant député du Var, finalement, on perd déjà chaque semaine une journée dans le train. Ce qu'il faut que chacun comprenne aussi à Paris, c'est que les députés de circonscription doivent impérativement, les députés de province doivent impérativement rentrer en circonscription chaque semaine. Mais ça se passe bien, l'entrée au Palais Bourbon, forcément, c'est un moment qui est important dans une vie, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, c'est impressionnant, certainement. Non, les 6 mois se sont très bien passés. Bon, alors on va avancer sur les dossiers parce que vous en avez pris beaucoup en charge. Le plus emblématique de ces derniers jours, c'est l'obtention pour les pompiers de circuler gratuitement sur les autoroutes. Ça nous paraissait évident à nous, citoyens, mais visiblement pour les sociétés d'entreprise, des sociétés d'autoroutes, c'était différent. Avec Éric Ciotti notamment, pour les Alpes-Maritimes, vous êtes montré au créneau et vous avez préservé ce droit qui vous paraît le plus naturel qui soit. Oui, c'est même le minimum. C'est qu'à l'heure actuelle, jusqu'à aujourd'hui, quand les pompiers partaient à l'intervention, si l'intervention avait lieu sur le réseau autoroutier, c'était gratuit. Mais si les pompiers passaient par l'autoroute pour aller en intervention, ils devaient payer le péage. Et donc avec Éric Ciotti, en effet, on a déposé un amendement commun, un amendement et un sous-amendement, qui ont fait que finalement nos positions ont été... on a créé un consensus entre tous les deux, et l'amendement a été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale, donc ça a été accepté ainsi. Et si c'est validé au Sénat, ce dont je ne doute pas, les pompiers pourront enfin circuler gratuitement, mais pas que les pompiers. Tous les véhicules d'urgence prioritaires, en fait, c'est aussi les gendarmes qui sont concernés, la police nationale, les transfèrements du service pénitentiaire, des services pénitentiaires, voilà. Alors, vous n'avez pas chômé depuis que vous êtes arrivé à l'Assemblée. Vous avez été porte-parole, on va y revenir, sur des questions assez précises. Et vous vous êtes intéressé aussi, on vous a confié en tout cas une mission, notamment sur pas la déontologie, mais en tout cas sur les fonctionnaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel a été votre rôle ? Quel est votre rôle, oui, pardon, tout à fait. Pas encore tout à fait fini. Cet été, on a voté la loi de moralisation de la vie publique, donc, qui concernait les élus. Et à l'occasion des débats qu'on a eus cet été à l'hémicycle, un certain nombre d'amendements avaient été déposés pour élargir les dispositifs aux fonctionnaires et notamment à la haute fonction publique. Le choix qui a été fait par En Marche, c'est de dire le droit a changé en février et en mai dernier. N'allons pas adopter des amendements comme ça dans la précipitation. Donc on les a rejetés, mais on a créé dans la foulée l'acte 2 de la loi de la moralisation de la vie publique, en fait, qui concerne la fonction publique. Et donc depuis septembre, avec la commission que je préside, on auditionne tout un tas de responsables de la fonction publique, des directeurs de grandes écoles, les syndicats, et on travaille sur l'éthique et la déontologie dans la fonction publique. On s'est fixé 3 axes de travail. Le premier, c'est d'arriver à mieux réglementer ou à rendre plus transparents les passages des fonctionnaires entre le secteur public et le secteur privé. C'est-à-dire quand un agent, par exemple, de Bercy quitte la fonction publique pour aller travailler dans le privé, il passe devant la commission de déontologie. Actuellement, cette procédure doit être renforcée et rendue beaucoup plus transparente. Donc on travaille sur cet axe-là. Le deuxième axe, c'est les frais de scolarité aussi des jeunes fonctionnaires qui ont fait par exemple l'ENA. Ouais. Ils ont été rémunérés pendant leur formation. Oui, c'est ça. Il y avait une question aussi là-dessus qui se posait souvent, qui revenait souvent dans le débat. Est-ce qu'on ne doit pas leur imposer de rester un certain temps dans l'administration en échange du fait que l'État a payé leur formation. Et s'ils décident de partir par même, à ce moment-là, c'est de rembourser une partie de ces frais de scolarité. Système qui existe plus ou moins aujourd'hui, mais qu'il faut revoir. Et le troisième axe, c'est la protection des lanceurs d'alerte dans la fonction publique, puisqu'il faut quand même qu'on ait un texte équilibré, et il ne faudrait pas laisser penser que
on veut s'attaquer à la fonction publique, au contraire. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver à préserver les 99% d'agents publics qui font leur travail. Ouais, c'est un vaste dossier quand même, et avec pas mal de déclinaisons concrètes pour tout le monde, parce qu'on parle de la fonction publique, mais il faut rappeler qu'en France, la fonction publique régit aussi une partie de la société, évidemment. Autre axe auquel vous vous êtes intéressé, parce qu'on vous a confié des missions de cet ordre-là, vous avez été porte-parole sur le budget qui concerne la sécurité intérieure. Je raccourcis volontairement parce que bon, les appellations des commissions sont toujours très compliquées, mais vous vous êtes occupé de ces questions-là, des questions très prégnantes en période de menaces extrêmes. Ouais. Donc en fait, je suis porte-parole de la majorité sur les budgets de gendarmerie, police nationale, sécurité civile, sécurité routière. Donc il a fallu, mon rôle de porte-parole a été de présenter ce budget-là, à la fois au grand public, mais également dans l'hémicycle, en plus de la présentation qui est réalisée par les rapporteurs des textes. Que vous dire? Vous voulez que je... Oui, ben justement, expliquez-nous un petit peu votre rôle et ce que ça signifie en fait d'être porte-parole. Ça veut dire que finalement vous portez la voix de votre groupe, qui est le groupe majoritaire, et finalement vous êtes la voix des choix que vous validez. On en a beaucoup parlé de ces choix justement budgétaires. Le rôle du rapporteur, si vous voulez, du porte-parole est différent de celui des rapporteurs. Les rapporteurs, eux, sont là pour représenter l'Assemblée nationale sur un texte, mais pas forcément la majorité ou l'opposition. Le porte-parole, lui, il est désigné par un groupe politique, donc moi c'est celui de la majorité, et le rôle c'est d'aller défendre le budget qui est présenté par le ministre. Donc ça sous-entend en fait des allers-retours réguliers à la fois avec le ministre, mais aussi avec les collègues du groupe, et puis arriver à construire des positions communes. Et ensuite défendre le budget. Ce qui n'a pas été difficile avec le budget qu'on a présenté, puisque de toute manière, il est en hausse au niveau de l'enveloppe globale, mais on est surtout très volontariste à la fois sur les moyens humains, puisqu'il y a un recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires, plus 4 000 substitutions, c'est-à-dire des remplacements de gendarmes ou de policiers qui sont aujourd'hui affectés à la tâche administrative par des agents administratifs, ce qui leur permet à eux de retourner sur le terrain. On augmente aussi beaucoup les moyens alloués à tout ce qui est l'investissement immobilier, puisqu'on connaît les conditions de travail des policiers suite au concours photo qu'il y a eu récemment, mais les conditions de travail des gendarmes ne sont pas meilleures. Donc là, il y a un véritable effort qui est fait, et également sur l'investissement pour un passage à, moi j'appelle ça une police 2.0, mais c'est ça, c'est la modernisation en fait de notre système de sécurité. On va utiliser les 5 dernières minutes qui nous restent justement pour parler de votre circonscription ici, celle qu'on appelle la circonscription du Haut-Var. Ça fait le lien parce que ici, quand on connaît cette circonscription, on sait que le rapport au service d'urgence, le rapport à la police, à la gendarmerie est très important. Donc c'est une circonscription qui est à la fois rurale, où la préoccupation agricole, on a le Verdon qui limite d'ailleurs cette circonscription. Vous avez été maire de Flyosque, donc vous connaissez tout ça, avec des préoccupations assez urbaines quand même. Draguignan, qui est une ville de moyenne taille, mais qui fait quand même sa taille. Donc vous avez ces deux aspects-là à prendre, l'aspect rural et l'aspect urbain. Rural et urbain. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc vous, quels sont les dossiers que vous avez envie de défendre? Comment vous allez incarner cette circonscription et ces enjeux locaux, évidemment, oui. Il y en a beaucoup. Alors dans les 5 minutes, je ne pourrais pas faire le tour, mais je vais en sélectionner quelques-uns. Mais déjà, pour la ville-centre, celle de Draguignan, comme vous dites, avec les enjeux qui sont urbains. Avec le maire de Draguignan, on porte un projet de campus universitaire sur la ville-centre. En fait, c'est un mot qui est volontairement accrocheur. Ce qu'on souhaite, c'est arriver à réunir sur un même lieu l'ensemble des structures de formation qu'on a actuellement à Draguignan, ce qui permettra à la fois de lui donner plus de lisibilité puis d'affichage. Les gens sauront qu'à Draguignan, il y a telle et telle formation, mais ça nous permettra aussi, et c'est sur ça surtout qu'on travaille, de créer de nouvelles formations au sein de ce campus universitaire. Et on a déjà des contacts pris avec beaucoup d'établissements qui sont intéressés pour venir ouvrir des formations. Donc ça, c'est le chantier qui est prioritaire du moment. Voilà, on travaille beaucoup dessus avec le maire de Draguignan, Richard Strambio. Je crois qu'on est tous les deux vraiment là sur la même longueur d'onde. Et on a envie que ça voit le jour rapidement. C'est important, c'est mieux. Le premier dossier, c'est celui-là. Deuxième dossier, concernera plus la ruralité. Moi, ce que je souhaite, et c'est une promesse de campagne, c'est arriver à créer un abattoir mobile pour aider nos éleveurs. Actuellement, il n'y a pas d'abattoir à proximité
pour qu'ils exercent leur profession. Alors le choix, la discussion s'était faite entre savoir est-ce qu'on fait un abattoir fixe ou mobile. Ouais. Moi je défends plutôt la création d'un abattoir mobile qui permettra de se déplacer sur l'ensemble du territoire et puis d'aller au plus près des agriculteurs. Donc on travaille là-dessus aussi avec à la fois les éleveurs mais la chambre d'agriculture que je vais rencontrer prochainement. On travaille toujours pour les éleveurs sur une problématique qui est celle du loup. Oui, j'allais y venir, c'était la question que je voulais vous poser. Ensuite, voilà, parce qu'il y a beaucoup de communes là, qui sont montées au créneau, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui tirent la sonnette d'alarme, elles en ont ras-le-bol. Les éleveurs sont menacés. Vous plaidez pour quoi, vous? Pour qu'on autorise plus de prélèvements? Non, moi ce que je demande, en fait, j'ai saisi le ministre en ce sens, ce que je souhaite c'est qu'on puisse créer sur la 8e circonscription une zone expérimentale, où on mettrait en place de nouveaux processus. Alors pourquoi sur la 8e? Parce qu'ici on a quand même une particularité, c'est le camp de Canjuers. C'est qu'aujourd'hui la question du loup ne peut pas se dissocier de la question militaire. Donc ça plaide en tout cas dans le sens de dire créons une zone expérimentale où on aura une collaboration entre les éleveurs, l'armée et les services de l'État. Et moi la position que je défends c'est qu'il faut sortir en fait d'une autorisation de prélèvement de X loups mais partout sur le territoire. Ouais, c'est-à-dire que chaque territoire est particulier, c'est ça. Et ce qu'on devrait faire, ce qui est plus intelligent, c'est d'essayer de changer le comportement du loup pour à terme ne plus être obligé de tuer des loups. C'est ça. Pour ça, il faudrait créer des zones, en fait, des zones blanches par exemple, dans lesquelles le loup peut aller, mais dans lesquelles les éleveurs n'iront pas. Et puis des zones où là, on est concentré sur l'élevage, et à ce moment-là, on peut tuer les loups, mais sans qu'il y ait forcément de quotas. Alors c'est sûr que ça peut paraître au début, oui, ils vont tuer beaucoup de loups. Ouais, mais non, en fait, ce qu'on va faire, c'est changer le comportement du loup, qui est un animal intelligent, et il sait qu'il ne faudra pas aller dans certaines zones, et à ce moment-là, on arrivera à trouver un équilibre qui a pu être celui auparavant. Mais je crois que c'est plus intelligent qu'actuellement de tuer 20 loups bêtement chaque année. Une dernière question sur Flyosque. Vous ne pouvez plus être maire. Est-ce que vous l'avez quitté ce poste à regret et est-ce que vous avez encore quand même un œil sur les activités et les projets de la commune? Alors bien sûr, je l'ai quitté à regret, mais le mandat de maire, il est différent de celui de député. C'est plus un mandat où vous êtes au contact direct de la population chaque jour. Et surtout, c'est un mandat où vous pouvez... où vous êtes à la tête d'un exécutif, donc finalement vous pouvez avoir une action directe, rapide et régler des problèmes, voilà, vous êtes vraiment actif. Le mandat de parlementaire c'est différent, c'est des dossiers qui sont généralement plus complexes, qu'il faut arriver à porter sur le long terme. Maintenant les deux mandats sont passionnants, sont différents, donc sur certains aspects ça me manque. Et oui, bien, je garde un œil, mais le maire maintenant est Christian Taillandier, donc c'est lui qui prend les décisions, c'est pas moi. Mais j'essaye de rester en contact régulier avec lui pour qu'on puisse construire ensemble des positions importantes. Merci beaucoup Fabien Matras. Je rappelle que vous êtes député de la 8e circonscription du Haut-Var, enfin du Var, parce que c'est pas que le Haut-Var qui est concerné, la République En Marche évidemment. Merci à vous. On se retrouvera très prochainement, comme d'habitude sur le plateau de Face à Face. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission d'entretien et d'opinion.